comment interpréter l'attitude de Macron et des élites françaises. Est-ce que c'est pour cacher la situation particulièrement difficile, l'état de la France? Est-ce qu'il y a d'autres raisons de ce qu'on nous annonce, par exemple, hein, d'autonomie stratégique? Enfin, qu'est-ce qui se cache derrière ça? Ce qui se cache derrière Macron, c'est fondamentalement, ou dans Macron, c'est fondamentalement un grand vide. C'est ce qui est le plus difficile à analyser. C'est difficile à saisir, quand même. C'est assez, oui, insaisissable. Et puis c'est surtout, dans le cas de la France, être un homme politique, ça n'est pas s'intéresser au monde ou aux équilibres géostratégiques. Être un politique en France, c'est mener des campagnes électorales, faire des discours pour animer une comédie qui justifie des élections. Puisque comme la France est un pays qui a perdu sa souveraineté, qui n'a pas de souveraineté monétaire, qui n'a pas de souveraineté commerciale, et où on ne peut pas gouverner, être un politique, c'est créer une illusion de réalité, ou c'est sortir de la réalité. Donc c'est des gens dont le métier est de sortir de la réalité. Et quand ils arrivent sur la scène internationale, ils sortent de la réalité. Donc pour les Français, non, je suis complètement sérieux. Hein. Donc en fait, c'est des gens qui ne sont pas formés, et puis qui pensent que agir, c'est parler. Et donc en fait, Macron ne fait rien d'autre sur la scène internationale que ce qu'il fait en France. On voit à quoi ça a mené en France. L'Assemblée nationale qu'on a et un système politique explosé, implosé, où on ne peut plus prendre de décision. C'est pas grave qu'on prenne plus de décision puisqu'on n'a plus la souveraineté. Donc il se passe rien en fait. C'est comme d'habitude. C'est vraiment. Mais on comprend très bien que là on pourrait parler de. Je reprendrai l'expression d'un économiste anglais qui avait travaillé sur la Russie. C'est très ancien. C'est à l'époque. C'est antérieur à 1976 puisque je l'avais utilisé dans mon bouquin sur la décomposition du système soviétique. Peter Wise, qui avait le concept de stupidité structurellement induite. Et donc, dans le cas des élites françaises, on a un phénomène classique de stupidité structurellement induite. Alors, au-delà de ça, c'est toujours pareil. C'est qu'en France, on parle d'Europe. On parle d'Europe, et on parle de coûts des dépenses militaires, on donne des chiffres en euros, etc. Mais l'un des trucs qu'on a appris de la guerre, c'est qu'on ne faisait pas la guerre avec des dollars, avec des euros, mais avec du matériel militaire fabriqué par des systèmes industriels. Donc en fait, si on parle d'un investissement de l'Europe dans la guerre, ça ne veut rien dire. Par contre, on peut voir quels sont les pays qui ont une industrie qui pourrait faire une conversion militaire. Il y en a un, c'est l'Allemagne. Donc il faut bien voir que c'est là qu'on voit le caractère absolument dangereux de Macron. C'est qu'en fait, si on parle de réarmement européen, ça sera un réarmement de l'Allemagne. Et un potentiel. Et donc, si on revient l'offensive russe, la réaction américaine, polonaise, etc., avait explosé le concept européen et la zone euro en termes de pouvoir. Donc là, le retrait américain peut nous faire imaginer qu'on va revenir faire une Europe avec des aspirations fédérales, hein, plus prenons des décisions, voilà, mais en fait, qui reviendra à ce qu'était devenue l'Europe entre la crise financière de 2007 et 2008, etc., une Europe dominée par l'Allemagne. Et donc, ce que nous proposent en pratique ces politiques français, c'est une réémergence de l'Allemagne puissance. Donc, c'est extraordinaire quand on y pense. Je ne voudrais pas avoir l'air d'être un héritier de Jacques Bainville sur les conséquences économiques de la paix, mais il y a une réalité des populations et des géographies qui est inerte, etc. Et personnellement, quelle que soit ma bienveillance traditionnelle à l'égard de l'Allemagne, très connue, est-ce que vraiment, donc on a là le président Macron qui nous parle d'une menace existentielle russe, etc., et dont le projet va amener à l'existence d'une Allemagne surarmée à notre frontière. Et surtout, il s'agite aussi sur l'arme nucléaire. Et je vois que John Mearsheimer, dans une interview au Spiegel, version internationale, qu'on peut trouver en anglais, le type, le premier qui avait osé, bien avant tout le monde, à dire que les Russes n'allaient pas se laisser faire et que
chaque difficulté dans la guerre les ferait hausser la mise et qui gagnerait à la fin, donc Mearsheimer, nous, on peut se vanter d'avoir été lucide, mais à côté de Mearsheimer, qui est parti en tête en premier, petit jeu. Hein. je veux dire, moi, Mearsheimer, je le cite aussi au début du livre, comme ça. Et le premier, il dit, tous ces débats sur l'arme nucléaire pour les Européens, je veux dire, les gens doivent se poser la question d'un éventuel réarmement nucléaire d'armement nucléaire de l'Allemagne. Donc pourquoi pas? Pourquoi pas? L'arme nucléaire, c'est la paix, comme chacun sait. Si tout le monde l'a. Hein, et des peuples calmes, civilisés, comme sont tous les Européens, nous le savons. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que personne, apparemment, à ma connaissance, n'ait réfléchi aux implications de ces histoires de réarmement. Et que les gens s'obstinent à penser une sorte de réarmement abstrait qui serait des imputations sur des lignes budgétaires de billets de valeur monétaire et qui ne s'incarnerait pas dans des déplacements de puissance supplémentaires entre nations européennes. Oui, je suis tout à fait d'accord. J'étais arrivé à des réflexions similaires. Et ce qui est intéressant, c'est que les Européens, les Français, les Européens ont tellement intégré l'idée que la construction européenne nous aurait en fait projeté dans la fin de l'histoire de Fukuyama, que l'idée d'une nouvelle compétition, voire confrontation des puissances européennes entre elles, est complètement sortie du champ. Et ça, c'est extrêmement dangereux parce que l'histoire continue. Et il n'y a absolument dit nulle part que demain ou après-demain, il n'y ait pas des réémergences de conflits en Europe. Et les armes qui sont aujourd'hui produites, soi-disant pour faire face à la Russie, pourraient être utilisées demain pour d'autres visées. Et d'ailleurs, j'en prends l'exemple soviétique. L'Union soviétique s'était surarmée de tous les côtés. Et à quoi ont servi les armes soviétiques, in fine, qui étaient tournées contre nous? Elles ont servi un conflit entre les Arméniens et les Azéris, ex-soviétiques, et désormais entre les Russes et les Ukrainiens. Et qui aurait dit, même il y a encore 20 ans, tous les sondages, par exemple en Ukraine, en Russie, disaient la guerre entre nous, c'est impossible. C'est pas possible, on ne peut pas se taper dessus. Donc l'idée qu'on se réarme contre la Russie aujourd'hui, qu'il est une évidence que on n'aura pas de confrontation européenne parce qu'on a fait la paix depuis 70 ans, effectivement, je pense qu'elle est très dangereuse. Et que, en ce sens, les débats sur l'arme nucléaire, est-ce qu'on la partage, est-ce qu'on la positionne, etc., ils le sont aussi. D'ailleurs, ça a été critiqué, y compris à l'échelle internationale, puisque c'est une forme au moins théorique de prolifération. Enfin, il y a derrière une potentielle prolifération. Hein. Les Polonais ont quand même dit, si les Français basent des armes nucléaires chez nous, on veut pouvoir appuyer sur le bouton nous-mêmes. Donc ça va quand même très très loin, alors que la France aurait nettement plus intérêt à proposer plutôt une zone dénucléarisée au centre de l'Europe. Un concept qui existe tout à fait. Par exemple, en Asie centrale, aux frontières de la Russie, les républiques d'Asie centrale ont signé un traité qui implique qu'il n'y a pas d'armes nucléaires en Asie centrale, aux frontières de la Russie. Donc on pourrait tout à fait avoir un traité en Europe centrale au sens large qui exclut les armes nucléaires. Or là, on est parti dans l'autre sens, en disant il faut les partager, les mettre partout pour faire face à la menace russe. Et le risque, c'est ce que tu évoques, c'est que certains, les Allemands, pourquoi pas demain les Polonais, se dotent ou souhaitent se doter d'armes nucléaires en dehors du fait qu'au-delà de l'arme nucléaire, on risque d'assister à un réarmement de l'Allemagne, y compris parce qu'elle en a les moyens et que nous n'avons pas les moyens. L'Allemagne, elle a 60 et quelques pourcents de dette sur son PIB. Nous, on est à 110%. Donc on n'a pas en plus les moyens de relancer de notre côté. Je voudrais passer à un autre élément qui... je voudrais juste faire une remarque sur ce que tu as dit, parce que je trouve ça très intéressant. C'est implicite dans ce que tu dis. C'est l'idée que l'idée que la guerre est nécessaire avec les Russes pourrait rebondir dans l'idée d'une éternité de la guerre, en fait, entre Européens. C'est ça. Je crois que les Américains nous ont collé l'idée que la guerre sans fin était inéluctable.
enfin les précédentes administrations en tout cas. Et donc on vit avec l'idée que la paix est très difficile, qu'elle n'est pas concevable, et qu'on doit... Mais là, on ne se rend pas compte qu'en restant en conflit avec les Russes, on laisse la guerre comme instrument intra-européen possible, et ça donne ce que tu dis. C'est vraiment très intéressant. En Europe, c'est beaucoup plus difficile, comme on vient de voir, puisque le continent a été vraiment frappé assez lourdement par cette crise, beaucoup plus que la Russie, qu'on était censé effectivement abattre économiquement, détruire l'économie, avait dit Bruno Le Maire. Mais est-ce que dans ce contexte, comment ça se fait que les Européens s'imaginent pouvoir gagner une guerre, puisque comme tu le soulignais tout à l'heure, ils n'ont pas pu la gagner quand les Américains étaient là très fortement et très engagés avec nous? Mais je ne pense pas qu'ils l'imaginent. Ce que nous, on doit imaginer, ou ce sur quoi on doit spéculer, c'est sur un état psychique des dirigeants européens, des oligarchies européennes, qui est en partie sorti de la réalité. C'est ça. Et je ne pense pas qu'ils aient l'intention de faire la guerre. Je ne pense pas que Keir Starmer et Emmanuel Macron vont prendre 20 000 soldats britanniques, 20 000 soldats français pour les mettre en Ukraine, alors que la Russie, avec son armée sur le front de 700 000 hommes, a annoncé qu'elle les considérait comme des cibles. Je ne pense pas, je ne peux pas imaginer qu'on en vienne là. Ainsi, je l'ai dit, le problème sérieux pour les Russes, ça serait une mobilisation de l'industrie allemande, pas de celle des Anglais ou de celle des Français. Mais ça, c'est constitutif de l'Europe. C'est-à-dire avoir des classes dirigeantes en déni de réalité. Il faut faire et admettre l'hypothèse d'une déconnexion radicale de la réalité, qui n'est pas une déconnexion qui s'opère simplement au nom d'un ou deux individus, mais qui s'opère à l'échelle d'une classe, de gens qui vivent entre eux. En fait, c'est ça le problème. Oui, mais il y a quelque chose qui devient de plus en plus réel, pour le coup, c'est l'argent. Puisque l'UE réclame maintenant 800 milliards d'euros. Je ne sais pas si on se rend compte ce que ça fait pour se réarmer. On a vu tout à l'heure, pourtant qu'on manquait quand même pas trop d'armes. Et ce, à un moment où les dettes européennes sont à leur paroxysme, qu'on commence à avoir des vrais problèmes avec les agences de notation. Est-ce que tout ça, ça ne va pas précipiter l'Europe, et notamment la France, vers la ruine? Est-ce qu'on a vraiment besoin de mobiliser autant d'argent? Est-ce qu'on est en train de vivre aussi notre moment Brejnev, donc de se mettre à dépenser militairement alors qu'on n'en a pas les moyens? Oui, c'est ce qui a précipité la chute de l'URSS quand même. Non, mais c'est drôle quand même. Oui, bien sûr, pour la France, il n'y a pas de problème. Mais pour moi, le taux de mortalité infantile français me suffisait. Mais le problème, c'est que quand on parle d'Europe, on dit l'Europe, l'Europe, l'Europe. Ça, c'est les Français qui parlent comme ça. Les Allemands ne parlent pas comme ça. Et en fait, quand on dit l'Europe va faire ça, il ne se passe rien. Ou alors l'Allemagne le fait. Et donc l'Allemagne, elle, n'a pas ce problème de dette. L'Allemagne a une industrie qui tourne au ralenti à cause de la guerre. Et le réarmement de l'Allemagne, lui, est possible. C'est ça qui est particulier dans la situation actuelle. Et alors là, c'est une chose, je décris dans mon livre La défaite de l'Occident, l'Allemagne comme une société machine, une société qui a retrouvé son équilibre, son identité après la guerre, dans l'idée d'être économique, efficace dans l'économie, et prospère en fait en termes, efficace dans la production, prospère dans la consommation, et qui ne pense plus qu'économie. Donc elle pense en termes de ressources, en facteurs de production, production de biens d'équipement, approvisionnement en hommes, je veux dire, avec une démographie insuffisante, tout ça doit être réglé comme des problèmes techniques. Et l'une des craintes que j'ai actuellement, c'est que l'Allemagne en récession, en apparence mise au tapis par les contractions de la consommation et ses problèmes d'approvisionnement en énergie, ne commence à se raconter que la seule façon de rétablir l'équilibre économique, c'est le réarmement. Donc on pourrait avoir une Allemagne qui devient une puissance de réarmement formidable sans être particulièrement belliciste. Mais je dis, c'est tout à fait logique. Quand l'Europe a pris, à partir de la crise de 2007-2008, un virage allemand. Donc, si on relance l'Europe,
Ça ne sera pas l'Europe comme une abstraction. Ça sera une Europe allemande qu'on va relancer. Donc ça n'est pas impossible, mais ça ne se passera pas ici. Et donc on pourra avoir, par exemple, on peut imaginer une Allemagne qui réémerge comme puissance industrielle militarisée, et puis une France qui continue de laisser se vaporiser son industrie dans tous les domaines, malgré son avance technique dans le secteur de l'armement. À long terme, ce n'est pas l'avance technique dans le secteur de l'armement. Les ingénieurs allemands sont tout à fait capables de rattraper leur retard éventuel assez rapidement.